Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bonjour. Nous entamons cette nouvelle émission ce matin, jolie matinée. Tout simplement cette émission, je voulais juste dire merci encore à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent et à tous les invités que j'ai reçus depuis de nombreuses périodes maintenant. L'émission existe depuis plus de 3 ans et on arrive à 130 émissions. Donc c'est déjà une belle avancée et je dirais un bel écho, une belle écoute pour cette qualité de l'air pour laquelle nos invités, je dirais, sont investis, impliqués à 200% pour faire que notre avenir soit meilleur que ce qu'il est. Et preuve, on arrive déjà à voir dans les mesures que la pollution diminue. Pas encore assez, évidemment, parce que c'est vraiment le leitmotiv. Si on continue à polluer et qu'on crée des appareils pour dépolluer, finalement, on n'arrivera à pas grand-chose, alors qu'il faut diminuer et aussi, à côté, mesurer, dépolluer. Alors, petite actualité du jour, petit fait, toujours un petit événement à annoncer ou à discuter en début d'émission. Quelque chose qui m'a un petit peu surpris, mais qui reflète un petit peu ce vers quoi nous devons aller. Vous le savez, le livre La qualité de l'air intérieur pour les nuls est sorti il y a déjà maintenant une année. Livre extrêmement, je dirais, prisé et qui plaît. Par contre, en discutant comme ça chez un buraliste, on en est venu à parler de la qualité de l'air et je lui ai dit ce serait bien que dans vos rayons vous trouviez ou on puisse trouver pour tout un chacun peut-être le livre ou des livres sur ce sujet. Et il me dit mais qualité de l'air pour les nuls c'est bien, mais est-ce que ça parle de tabac ou de... Je lui dis oui, on parle de ce que ça représente et quelles peuvent être les conséquences du tabac sur notre santé. Et il m'a dit alors je le prendrai pas parce que ça va faire fuir mes clients. Voilà, donc quelque chose qui choque un petit peu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait tous que dans cette qualité de l'air et ces pollutions, on a deux effets. On a un effet sur la santé et on a un effet derrière sur le coût de cette santé. Et là, il y a un effet qui n'était pris par cette personne que en vision économique et pas de se dire finalement ça nous coûte aussi extrêmement cher de pas forcément être en santé. Donc il y a un moment donné, on bascule. On a ces expositions aux polluants et il faut qu'on diminue ces expositions aux polluants et notamment et vraiment pour ça et je le remercie d'avoir pu se libérer pour être avec nous aujourd'hui. Nous recevons Jean-Luc Fugit. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Ravi de vous revoir sur le plateau de l'émission. À chaque fois, je sais que vous êtes très pris et vous débrouillez toujours pour être présent et pour porter cette parole sur la qualité de l'air. Merci encore au président du Conseil national de l'air. Président bénévole. Président bénévole, oui, comme moi je suis bénévole aussi pour l'émission, donc vous voyez, on est animé de la belle manière. Par contre, on est là aujourd'hui, Jean-Luc, pour parler de quelque chose d'extrêmement sérieux. Vous avez posé une proposition de loi sur l'exposition de la population à la pollution de l'air. Dites-nous-en un petit peu sur un petit peu de détails sur cette loi, ce qu'elle contient. On va le brosser ensemble. Voilà, on brossera, j'imagine, ce qu'elle contient, mais peut-être expliquer d'où elle vient finalement, au fond. Comment vous dire, bonjour à toutes et à tous, mais jusqu'à maintenant, l'idée, c'est de s'apercevoir que les politiques qui ont été conduites depuis une vingtaine d'années, et plus particulièrement depuis 4 ans, ce sont des politiques qui sont attachées à réduire vraiment les émissions de polluants dans l'air. Et il y a un travail qui a été engagé aussi bien à travers la loi d'orientation des mobilités, la mise en place des zones à faible émission mobilité, loi sur laquelle j'ai eu l'honneur d'être rapporteur. Il y a aussi des actions engagées pour réduire les émissions de pesticides par le monde agricole, mais aussi réduire l'utilisation d'engrais azotés, donc derrière les émissions d'ammoniac. Et puis enfin aussi sur les chaudières au fioul et au charbon qui vont être progressivement changées, etc. Le chauffage au bois aussi, voilà, et puis aussi donc sur le chauffage au bois non performant avec donc des mesures d'un plan national qui a été élaboré avec le Conseil national de l'air que je préside et le gouvernement et les mesures législatives que j'ai pu moi-même porter et faire voter en tant que député dans le cadre de la loi climat et résilience donc du mois d'août dernier. Et tout ceci, on a aussi dans les différentes lois fait avancer une meilleure prise en compte de la ventilation dans les systèmes de rénovation pour les maisons, etc.
Et tout ceci, c'est très bien entendu, c'est même nécessaire que ça se développe, ça se mette en place et que ça aille de plus en plus loin, bien entendu. Ça va servir principalement à réduire les émissions. Puis on s'est dit avec les personnes qui m'entourent qu'il y avait peut-être des choses à faire aussi sur la réduction de l'exposition de la population à cette pollution, afin qu'on évite de respirer dans de trop fortes concentrations de polluants. Et sur la partie air intérieur, on a un véritable sujet, puisqu'on sait par exemple qu'on va passer dans le monde de vie occidentaux 80-90% du temps donc, dans les milieux intérieurs. Et du coup, on a là une véritable question de santé respiratoire, qui est une question sur laquelle on s'est dit il faut réduire vraiment l'exposition des personnes. Et donc, c'est un sujet majeur, et c'est tout ceci qui m'a amené à faire un certain nombre de propositions. Et ces propositions, je les ai réunies dans une proposition de loi qui a été déposée en décembre dernier. Alors justement, cette proposition de loi, on pourrait imaginer peut-être qu'elle a été, je dirais pas insufflée, parce que le traitement de la qualité de l'air, l'amélioration de cette qualité de l'air vient depuis pas mal d'années, ça s'accélère et c'est tant mieux. On voit même les seuils de l'OMS qui ont été réduits pour montrer qu'il faut encore aller plus loin. Mais je crois aussi que peut-être le Covid ou la Covid n'y est pas pour rien, puisque on a pu mesurer très fortement lors des confinements que la pollution, notre pollution, baissait directement très fortement, cette pollution extérieure liée au transport ou à l'industrie. Je pense que ça aussi, ça a dû nourrir votre réflexion et les différents sujets. Oui, alors ça nourrit la réflexion, et en même temps, il faut faire attention d'être très rigoureux dans le bilan qu'on peut faire donc, de l'épisode, notamment du premier confinement. Dans ce premier confinement, on a très bien vu la baisse importante des oxydes d'azote qu'on peut mesurer dans nos agglomérations, liées au fait qu'évidemment, il y avait beaucoup moins de déplacements avec des véhicules à énergie fossile, que ce soit diesel et essence, et on sait que c'est la source principale des oxydes d'azote. Et si je prends les particules fines, dont la source est beaucoup plus diverse, on a à la fois les véhicules à énergie fossile, on a le véhicule lui-même, le frottement du pneu sur les routes, mais on a aussi l'agriculture, on a aussi l'industrie, et on a aussi le chauffage au bois non performant. Et je veux d'ailleurs en dire un mot, c'est qu'aujourd'hui, y compris dans les agglomérations lyonnaises ou les agglomérations parisiennes, la source principale de particules fines, c'est le chauffage au bois non performant. Et d'ailleurs, nous avons une étude qui sort là aujourd'hui d'Airparif qui a travaillé aussi sur les particules ultra fines, et qui montre bien que ces particules ultra fines proviennent aussi bien du transport que du chauffage au bois non performant. Et en effet, la période de Covid nous a peut-être... la période de Covid, elle nous a mis en avant les questions de santé respiratoire, on sait bien pourquoi. Et donc, comme la qualité de l'air impacte cette santé respiratoire, on s'est aussi intéressé aux interactions entre la qualité de l'air et la crise du Covid. Et donc, tout ce qui se passe autour du Covid. Et d'ailleurs, ça a été le fruit d'un rapport que j'ai pu faire, moi, avec ma collègue sénatrice Angèle Préville, dans le cadre de nos travaux au sein de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et donc, sur la base de tous ces travaux, eh bien, c'est vrai que j'ai eu envie d'aller un peu plus loin maintenant en faisant cette proposition pour essayer justement de tout faire pour améliorer tout au long de la vie ce que j'appelle vraiment la santé respiratoire de nos concitoyens. En réalité, l'idée, c'est de conserver et d'essayer de préserver, on appelle ça aussi d'une certaine manière, la capacité de souffle de chacune et de chacun d'entre nous. Je voulais prendre elle est importante, cette capacité de souffle. Voilà. Et puis, vous le rappeliez, cette santé, quand même, elle a un coût. On sait qu'on arrive avec les problématiques de qualité de l'air, non seulement sur la santé de plus en plus jeunes d'être affectés, mais ça coûte quand même 100 milliards par an, de manière directe et indirecte, pour la France. C'est pas pour l'Europe, c'est pour la France. Donc, c'est vraiment, vraiment majeur. Et on retrouve dans l'article 1er de cette proposition de loi, notamment que redéfinir le but de la politique d'amélioration de la qualité de l'air. Alors, redéfinir ces buts, mais également intégrer, je pense à l'article 2 notamment, intégrer quelles actions ou plutôt quels leviers pour agir. Oui, l'article 1, c'est vraiment, je souhaite dans le cadre du titre 1 que le cadre juridique soit renouvelé, qu'on ait une politique d'amélioration de la qualité de l'air qui soit plus large, plus ambitieuse. Quand je dis plus large, c'est plus transversale, plus partagée, au sein même d'un pilotage gouvernemental, et quelque part plus engageante. Et pas plus engageante uniquement pour un gouvernement, par exemple, engageante pour toutes les composantes de la société, aussi bien le monde de l'entreprise, aussi bien le monde agricole, aussi bien chacune et chacun d'entre nous dans notre vie tertiaire, etc., etc.
Le monde de l'éducation, le monde de la santé. Voilà, et donc sur les différents articles, donc on peut peut-être rentrer un petit peu dans le détail, c'est vrai que si on prend l'exemple des chantiers, par exemple, qui sont des forts émetteurs d'épisodes comment dirais-je, de pollution, notamment en particules, l'idée c'est que quand il y a des épisodes de pollution liés donc à des phénomènes à la fois météorologiques, d'accumulation, avec les transports, etc., l'idée c'est qu'aujourd'hui vous avez un régime juridique qui est relativement complexe. Et l'idée, c'est que moi, je propose qu'on intègre les arrêts de travaux que l'on pourrait imaginer sur ces chantiers au régime des intempéries, de manière à ce qu'on puisse protéger à la fois, donc qu'on puisse réduire les émissions de particules liées à ces chantiers ou autres polluants, qu'on protège les travailleurs qui sont sur ces chantiers, parce qu'il faut quand même y penser. Hein, très souvent. Alors, imaginons sur ces travailleurs, il y a juste une image qui me vient à l'esprit. Si on se dit que le taux de particules en pollution dans l'air extérieur est déjà fort, et on a tous l'image d'un camion qui sort d'un chantier avec la poussière qu'il soulève en se déplaçant, on rajoute de la problématique à la problématique. C'est ça. Et exactement ça. Et ce que je souhaite dans le cas de ces travailleurs et donc de leurs entreprises, c'est que les entreprises qui ont des retards de chantier, aujourd'hui, elles peuvent être pénalisées sur le plan financier. Et en rentrant dans l'origine des intempéries, l'idée, c'est d'avoir un nouveau cadre qui permette donc de protéger la santé des travailleurs et je dirais du voisinage de ces chantiers, mais aussi de protéger l'entreprise, à savoir qu'elle ne soit plus pénalisée en termes de décalage de leur chantier et qu'au contraire, en bénéficiant du régime des intempéries, elle puisse à ce titre-là ne pas être pénalisée financièrement parce que ces épisodes nécessitent une adaptation de la mise en œuvre du chantier et donc des conditions de travail. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et dans le même esprit, lors des épisodes de pollution, je pense qu'on devrait tirer le bilan un petit peu de ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Et nous devrions pouvoir ponctuellement, pour mieux protéger notre santé des épisodes de pollution, peut-être faire en sorte de mobiliser plus la capacité à faire du télétravail. Et tout ceci, on doit le faire de manière proportionnée, bien entendu. Ça doit être un levier d'action supplémentaire. Et l'idée, ça serait de déployer donc, le télétravail pour les postes pour lesquels c'est possible, bien entendu, ça va de soi, et de le graduer en fonction de la sévérité de l'épisode de pollution. Évidemment, on ne va pas raisonner de la même manière si on est dans mon environnement natal ou si on est en région lyonnaise ou en région parisienne. Il va falloir proportionner ça en fonction de la sévérité de l'épisode de pollution. J'ai des exemples notamment de personnes qui travaillent moi sur l'agglomération bordelaise ou l'agglomération toulousaine qui depuis ce télétravail m'ont dit mais ça circule beaucoup mieux. Donc comme quoi l'activité continue et finalement on a fluidifié mais surtout on a préservé les personnes. Tout à fait. Alors le télétravail, on sait que c'est pas possible pour tous les métiers. Il ne faut pas évidemment pas ressortir de l'interview en pensant que je ne fais que dire que le télétravail c'est la solution à tout. C'est pas vrai. Mais en revanche, ça pourrait permettre ponctuellement de nous aider, et notamment dans les épisodes les plus difficiles. Et encore une fois, il faudrait le faire de manière intelligente pour celles et ceux qui peuvent faire du télétravail, bien entendu. Il ne faut pas non plus que ce soit trop systématique, puisqu'on sait très bien que dans la cohésion des équipes, on le voit très bien, moi, quand je discute avec les entreprises de ma circonscription, on a besoin de se voir physiquement, de se rencontrer pour toujours faire en sorte que la cohésion des équipes professionnelles soit bonne. Et donc ça, c'est extrêmement important. Mais c'est quelque chose à graduer en fonction des épisodes. Donc ça serait avoir un nouvel outil, je dirais, qui soit assez facile à mettre en œuvre et qui permette, encore une fois, d'avoir cet objectif, réduire l'exposition à toutes ces pollutions. J'ai envie de faire un parallèle un petit peu sportif à côté, en pensant à une équipe de rugby. Je dis ça totalement au hasard, Jean-Luc, je pense que ça va vous faire moi, c'est un sport que j'aime beaucoup. Voilà, donc on sait qu'il y a 23 joueurs, enfin plutôt, il y a plus que 23 joueurs dans l'équipe. On sait aussi faire tourner l'effectif de manière à ceux qui sont peut-être arrivés au bout de leur performance physique ou un coup de fatigue ou autre. On sait les mettre un petit peu sur le banc pour faire revenir, pour en faire rentrer d'autres. C'est peut-être un petit peu aussi ça, l'esprit d'entreprise qui doit évoluer, c'est de se dire, à un moment donné, on doit en préserver certains et après l'entreprise garde sa cohérence par elle-même pour jouer le match, bien évidemment, mais pour aller plus loin. Oui, l'idée, c'est vraiment, ce que je propose à l'article 3 dans la proposition de loi, c'est d'avoir une protection des salariés renforcée, notamment des salariés qui sont vulnérables.
on a des sensibilités qui ne sont pas les mêmes face aux polluants, comme d'ailleurs on a pu le remarquer par rapport au Covid. Hein. On n'a pas tous la même sensibilité intrinsèque. Hein, je confirme. Voilà, oui, voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle on essaie d'être aidé, notamment par la vaccination. Mais toujours est-il, et par les gestes barrières, etc., toujours est-il que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Et donc là, c'est pareil avec les polluants. Et donc, du coup, on sait qu'il y a des personnes qui ont des phénomènes asthmatiques, d'infection des bronches, etc., qui sont plus sensibles que d'autres. Et donc, ça pourrait être aussi l'occasion, là aussi, de préserver le capital souffle donc, de chacune et chacun. Et moi, je pense que une entreprise qui dans la manière de traiter ses collaborateurs prend en compte en considération donc les problématiques de sensibilité médicale de chacune et chacun, ça peut être aussi une manière de faire évoluer le monde du travail dans un sens positif en allant vers vraiment la meilleure des protections possibles donc de chacune et chacun de nos concitoyens. Alors justement, la protection de chacune, c'est limiter l'exposition de la population. Donc là, c'est dans le cadre aussi, vous parlez du PCAET, du plan climat air énergie. Et également, là on est sur l'article 6 avec je dirais les associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air, les ASQI. Mais également, il y a l'article 7 qui suit, il est tout aussi intéressant puisque là on va dire même dans le cadre des garanties de la qualité de l'air ou de préserver ou de faire attention à cette qualité de l'air pour les activités sportives de plein air. On se dit, mais je suis dehors, tout va bien. Donc, oui, on va aller même jusque-là. On entend dire, attention, épisode de pollution fort, n'allez pas limiter vos activités sportives. C'est dans ce cadre-là, décrivez-nous cela un petit peu plus. Oui, enfin, l'idée elle est relativement simple, c'est que on ne doit pas faire, il ne faut pas l'interdire de faire du sport, bien entendu. Mais on sait tous très bien que le but est de donner des conseils là. Et voilà, faire du sport, c'est évidemment très bénéfique pour notre santé. Sauf que aujourd'hui, si on se retrouve à un moment donné où il y a un épisode de pollution en fin de journée pendant 2-3 heures et qu'on se retrouve à avoir une activité donc dans un établissement, un terrain, etc., qui se trouve à proximité par exemple, d'un axe routier important et qui surexpose les usagers, donc du coup, parce qu'on est à proximité et qu'il y a un pic de pollution, il y a un phénomène d'accumulation, je pense que dans ce cas-là, on peut aussi imaginer réduire un petit peu son activité sportive, puisqu'on sait très bien que le volume d'air que l'on va donc inspirer, expirer par jour, il est en moyenne de 12 000 litres. Et quand on a une activité sportive, c'est plus, bien entendu. Et donc, à ce moment-là, ce que je remarque, c'est qu'on peut être en phase de surexposition et donc nos concitoyens ne sont pas suffisamment informés sur les risques encourus et ils ne sont pas suffisamment informés des réflexes à adopter. Donc, l'idée, c'est d'intégrer l'information sur la qualité de l'air à la pratique sportive, avec ne serait-ce que déjà l'affichage de l'indice ATMO qui est mesuré, vous parliez tout à l'heure des ASQA, les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, qui publient tous les jours un indice, et donc déjà informer, peut-être informer aussi de manière ciblée les personnes qui sont vulnérables, qui ont justement des problématiques respiratoires identifiées. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'adapter la pratique sportive à la pollution constatée, avec éventuellement, s'il faut en arriver là, parfois des restrictions horaires, des limitations de la pratique pour les enfants ou des obligations d'information différenciées. Et là, ça rejoint, alors on était parlé à l'extérieur, après je pense que s'il nous reste un peu de temps, il faut aussi peut-être qu'on évoque aussi la problématique de la qualité de l'air intérieur, qui est un sujet majeur et que justement la crise du Covid peut-être a mis encore plus en avant de par tout ce que l'on sait. Et on le sait autour du débat sur les écoles avec la question des purificateurs d'air, la question aussi des capteurs de CO2. Alors justement, sur ces prises en compte, ces capteurs, l'air, on a, et vous en êtes le président, on a le Conseil national de l'air. Je crois savoir également que la régulation, l'air, comment cela va s'articuler, a besoin d'une colonne vertébrale et a besoin aussi d'un organe régulateur, visiblement, pour piloter, diriger, aider. Et aider, on parlait de pédagogie, on parlait d'approche et de bien expliquer à tout le monde. Alors, en une minute, pouvez-vous nous dire un petit peu le Conseil national de l'air par rapport à cela? On est aussi... Le Conseil national de l'air, c'est une instance aujourd'hui qui est uniquement consultative, qui regroupe tous les acteurs de la qualité de l'air, aussi bien les associations environnementales, les industriels, le monde agricole, les ministères, les élus, les collectivités, etc.
Nous travaillons, nous faisons des propositions au gouvernement. On a la chance, là, depuis 2 ou 3 ans, d'être bien suivis et d'avoir été bien repris sur la révision de l'indice Atmos, sur le plan d'action pour limiter les émissions de chauffage au bois, tout ça, le Conseil national a pu faire des propositions. Et l'idée, c'est aussi quand même de renforcer le rôle du Conseil national. Pourquoi? Parce que je voudrais que sa consultation soit rendue systématique, et notamment pour un grand nombre de nos politiques publiques relatives à la qualité de l'air, et qu'on lui donne aussi un rôle d'orientation de la recherche, sur la surveillance et aussi de l'information des politiques publiques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que le bon fonctionnement du Conseil national de l'air repose sur éventuellement la bonne entente entre le ou la ministre de la Transition écologique et le ou la présidente du Conseil national de l'air. Il faut qu'on dépasse, et donc on ait une consultation systématique, et que ceci, je propose de l'inscrire dans la loi. Et il est important également de savoir, on entend parler de partout, je reprends cela aussi, qui a tendance à perdre aussi nos concitoyens, parce que ouais, mais je m'adresse où, je vois qui, je sais comment je vais trouver l'information, est-elle fiable? Et à un moment donné, il y a une nécessité de clarté, de simplification, de trouver l'information et de garantir que cette information soit fiable et la plus claire possible. Jean-Luc, nous arrivons à la fin de l'émission, on aurait encore tellement de choses à dire, bien entendu, on le sait, on va se retrouver évidemment bientôt tous autour de la table. Quelques mots pour finir sur ce projet de loi. Est-ce que ce projet de loi, on peut d'ores et déjà le consulter? Et comment? Oui, alors cette proposition de loi donc, se retrouve sur le site de l'Assemblée nationale. Elle est en ligne depuis le 22 décembre dernier. Donc elle peut être consulter cette proposition, et on peut réagir, on peut même m'écrire et me faire part d'idées, ce que certains n'ont pas manqué de faire. Donc voilà, et puis on n'a pas eu le temps d'en parler, mais elle porte aussi l'idée d'un diagnostic de performance, donc de qualité d'air intérieur pour les bâtiments, hein, notamment possibilité d'expérimenter ce type de démarche dans les collectivités, dans certaines collectivités qui souhaiteraient donc s'engager sur la qualité de l'air, des collectivités qui sont particulièrement touchées. Et donc, je crois qu'il y a aussi l'idée, elle porte aussi l'idée de fixer un cadre juridique national sur les systèmes de traitement d'air, purificateurs, etc. Parce que là aussi, on a besoin, suite à la crise du Covid, de mettre un cadre, de différencier différentes technologies, de déterminer les conditions spécifiques dans lesquelles elles peuvent être pertinentes et établir des normes pour tous ces appareils. Il ne faudrait pas qu'il y ait une installation d'appareils qui ne soit pas régulée et qu'on se retrouve éventuellement avec des dépenses d'argent public pour des installations qui ne valent pas la peine. Bien sûr que la tentation économique, il ne faut pas qu'elle prenne le pas sur la sur la santé, et de rester dans des choses totalement logiques, de bon sens et applicables. Non pas un marché qui s'ouvre, c'est très bien, mais on ne va pas créer des choses pour polluer, alors qu'on veut dépolluer quand même aussi à l'origine. Il faut bien équilibrer le tout. Cet univers est complexe. Merci encore de nous le décrypter, mon cher Jean-Luc. Vous êtes le bienvenu sur l'émission, vous le savez. On parlera également, je pense, de ces capteurs et rentrer plus dans le détail une prochaine fois. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, moi je vous dis à jeudi dans 2 semaines, à nouveau pour se retrouver sur l'émission. Et puis, je vous souhaite également de passer, je dirais, un joli printemps. Prenez soin de vous, les pollens sont là, attention. Et à très bientôt. Jean-Luc, je vous remercie. Au plaisir. Merci à vous. Au revoir. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.